Place au parti pris. Nous rejoignent Ruth El-Kriev pour la politique, Abdou Chalmani pour l'international et François Lenglet pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris. Hier, c'était donc la journée internationale des droits de la femme, la journée internationale des femmes. Et vous dites, où étaient les femmes iraniennes? Que voulez-vous dire? Vous savez, nous on est en France, le pays des droits de l'homme, le pays de l'universalisme, le pays des Lumières. Oui, j'insiste. Et puis le pays qui se targue de défendre les droits des femmes. Mais hier, à la manifestation du 8 mars, à Paris, à Marseille, à Montpellier, où étaient les femmes iraniennes? Vous savez, celles dont on dit qu'elles ont enclenché la première révolution féministe dans le monde après les suffragettes. Où étaient les portraits de Masha Amini, la jeune iranienne morte d'avoir mal porté son voile? Où était le portrait de Narges Mohammadi, le prix Nobel de la paix, encore envoyé en prison le 8 février dernier? De Nika Sharakami, l'adolescente de 16 ans disparue après les manifestations? De Hadjis Nafaji, 22 ans, tuée aussi pendant les manifestations? De Hiwa Seifizadeh, la chanteuse arrêtée en 2025, de Nina Godelestani, l'écrivaine arrêtée aussi en 2000. Bon, il y en a tellement. À une autre époque, j'ai envie de dire à mon époque, leur portrait géant aurait ouvert la marche des femmes. Et hier, rien de cela. Femme, vie, liberté, c'est devenu bien sûr un cri de ralliement mondial. Est-ce qu'il a été scandé à Paris, à Marseille, à Montpellier? Oui, un peu. Un tout petit peu, trop peu. Trop peu, à mon avis, si peu. En gros, c'était service minimum, vous voyez. Ces femmes iraniennes, les plus courageuses au monde, qui retirent leur voile, qui coupent leurs cheveux en public, elles ont mené les manifestations, non pas pour demander un avantage. Elles ont voulu remettre en question tout le système politique et social qui contrôle le corps et la vie des femmes. Le patriarcat. Vous savez, ce fameux patriarcat que dénoncent à tue-tête les féministes françaises auprès de telles. Et donc là, elles sont en face d'elles. Un système caricatural de ce qu'elles abhorrent. Mais non, elles préfèrent hurler d'abord contre les États-Unis et contre Israël, évidemment. Regardez l'affiche qui appelait à la manifestation. Bloquons les fascistes, les sionistes, les racistes et féministes, luttons pour l'autodétermination des corps et des peuples en tout petit. En fait, les corps et les peuples, c'est certains corps et certains peuples, vous voyez. Il y en a qui ont le droit d'être défendus, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Celles qui ont la bonne nationalité, la bonne origine, les autres qui sont traités de fascistes. Vous connaissez la fameuse phrase « je te crois ». Alors il y en a qu'on croit. Et puis il y en a qu'on ne croit pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et parmi celles qu'on ne croit pas, il y a, on le sait maintenant depuis 3 ans, les femmes israéliennes violées le 7 octobre. Maintenant, il y a aussi les Iraniennes révoltées, parce qu'elles ont le culot de vouloir la chute de leur régime et qu'elles applaudissent à leurs fenêtres depuis le début des frappes. Et puis il y a, par exemple, aussi ces footballeuses dont vous avez parlé il y a quelques instants, qui ont osé ne pas chanter l'hymne national en Australie. Alors certes, il y avait Gisèle Pellicot et sa fille Caroline Darian au premier rang de la manifestation. Et moi, je trouve qu'elle méritait cet hommage. Il y avait aussi les guerrières de la paix. L'association de femmes israéliennes, palestiniennes, juives, arabes pour la paix, qui ont pu défiler, qui ont donné la parole à une femme iranienne, à une femme afghane. On a entendu quelques mots en persan. Je veux être précise, parce que je ne dis pas que ça n'a pas existé. Je dis juste que c'était comme un peu discret, vous voyez, comme si c'était pas l'essentiel, c'était un peu honteux en quelque sorte. Et c'est ça. Et pourquoi? Parce que ces slogans, ils étaient étouffés par des slogans anti-guerre, anti-États-Unis, anti-Israël et pour un cessez-le-feu, et puis par des marées de drapeaux palestiniens brandis par des militants criant Venezuela, Iran, Gaza, non, la guerre ne libère pas. Alors, comme le raconte la journaliste du Point Nora Bussini, il y a eu des militantes comme Marzi Hamidi, qui est une sportive afghane née en Iran, comme Mitra et Jazipour, la joueuse d'échecs iranienne, ou Mona Jafarian, qui représente les femmes Azidi, qui n'ont pas pu défiler. Pourquoi? Parce que elles avaient peur, pour des raisons de sécurité. Parce qu'entre autres, dans le service d'ordre, il y a des gens assez peu recommandables, des mouvements Samidoun notamment, liés au régime iranien. Les Palestiniens liés au régime iranien et qui ont envoyé, comme à chaque fois, leur gros bras masculin. Alors, moi, ce que je dis, c'est que je suis absolument désolée de voir que cette cause féministe est confisquée, envolée, manipulée au profit d'une minorité activiste d'extrême gauche qui impose ses mots d'ordre, son bréviaire et sa violence. Et d'ailleurs,
dans son livre « Lutter sans trahir », Diane Richard, qui a été membre pendant 2 ans de la coordination nationale du principal mouvement Nous Toutes. Elle raconte combien le phénomène de la culpabilité blanche, porté par des militantes issues de milieux aisés hétérosexuels, ont poussé le mouvement à des positions aberrantes. Antiracisme d'abord, féminisme après. Comme si, et j'insiste sur cette question, un opprimé potentiel ne pouvait pas être aussi un oppresseur. Et regardez pour conclure l'affiche de la campagne de la candidate à la mairie de Paris, Sophia Chikirou, qui a appelé à exclure complètement le mouvement Nous Vivrons, celles qui défendent toutes les femmes, dont les femmes israéliennes. L'homme moderne de cette affiche, c'est contre la guerre, contre Macron, contre le budget d'austérité, contre le génocide en Palestine. Pas un mot d'Iran. Et personnellement, moi, j'ai défilé sous des slogans un peu plus féministes que cela, vous voyez. Donc je suis assez désolée, dépitée, parce que je me dis, mais comment s'identifier à ce féminisme de pays riches, égoïste, qui a méprisé les premiers droits de ses sœurs sous prétexte qu'elles ont la mauvaise origine ou le mauvais allié? 2 poids, 2 mesures, c'est ce que vous dites, Abnous? Oh, pas mieux. Moi, ça fait très longtemps que j'ai abandonné le 8 mars depuis que le féminisme intersectionnel, néo-féminisme, qui pour moi n'a aucun sens et qui, je me dis, se fout complètement du féminisme et de l'égalité des droits et qui choisit ses luttes selon un bréviaire de gauche et une lecture anti-impérialiste et anti-sioniste du monde. Ça ne m'intéresse pas et je trouve que la violence dont elles font preuve en utilisant des hommes cagoulés contre des groupes avec qui elles ne sont pas d'accord démontre à quel point ces groupes se sont fourvoyés. François? Écoutez, c'est révoltant. Ce concept d'intersectionnalité des luttes est complètement fumeux et aboutit à un détourage qui est insupportable. Je dois dire, ce que vous avez évoqué de façon cursive, là, m'a beaucoup frappé, ces joueuses de foot iraniennes qui ont fait preuve d'un courage incroyable, qui ont finalement d'ailleurs été forcées, avec quasiment un revolver sur la tempe, de chanter l'hymne national iranien, qui sont aujourd'hui persécutés, poursuivis par les sbires du régime, et on les laisse sans beaucoup de protection, j'en ai peur. On a évoqué l'affaire tout à l'heure, la grande difficulté, c'est qu'elles ont des familles en Iran. C'est ça, bien sûr. Et que si elles décident de rester, de demander l'asile politique... Il y en a 5 d'entre elles qui l'ont demandé là, ce soir. Bon. Mais c'est seulement 5. Non, mais ce qui est fou, moi, ce qui me frappe, c'est que ça aurait dû être tellement évident. C'est tellement évident que ces femmes iraniennes, elles sont là et elles sont les représentantes de cette cause féministe. Non, aujourd'hui, non, service minimum. François, votre parti pris économique, vous étiez avec nous tout à l'heure pour évoquer ce nouveau choc pétrolier, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom. Mais vous dites, a priori, tout ça est une mauvaise opération pour la Chine, puisqu'elle est la principale importatrice de ce pétrole iranien et du pétrole du détroit d'Ormuz, qui arrive évidemment beaucoup moins, tout est bloqué. Mais vous dites, à moyen terme, ça n'est pas évident que ça aille dans ce sens-là. Tout à fait. Même à court terme, c'est vrai, vous avez raison de rappeler qu'elle est première importateur de brut planétaire, mais pour autant, elle a réduit sa dépendance de façon extraordinaire, et le rythme de réduction de cette dépendance est encore très important. Il y a d'abord des amortisseurs, notamment des stocks stratégiques qui sont très importants. 1,2 milliard de barils, c'est-à-dire ça fait 4 mois de consommation du pays, c'est beaucoup. Il y a aussi la possibilité qu'elle s'est donnée, qu'elle a d'ailleurs utilisé il y a quelques jours, d'arrêter l'exportation de produits raffinés, qui en fait viennent de cette noria de raffineries qui sont dans le sud du pays, alimentées par du pétrole russe, que la Chine achète d'ailleurs à bon compte, et dont on pense bien d'ailleurs qu'elle ne va pas être privée. Et puis surtout, je le disais, la réduction de cette dépendance au pétrole, grâce à la formidable progression de l'électricité. Si on ne considère rien que la voiture électrique, grâce à la voiture électrique, la Chine consomme 1 million de barils jour en moins. Sur cette seule année 2025, elle va encore réduire de 600 000 barils sa dépendance. Donc c'est très important. Et dans le même temps, elle a beaucoup réduit le gaz et le pétrole dans la production d'électricité, au profit du charbon, qui est produit localement. Alors c'est pas très heureux au plan climatique, mais la Chine voit ça comme une transition. Elle est aussi le premier producteur mondial de charbon, au profit des renouvelables. Alors là, pour le coup, les capacités de renouvelables installées en Chine en 2024 sont plus importantes que celles qui ont été installées sur la planète entière. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est énorme, et au profit du nucléaire, qui est aussi fait à la maison, évidemment. En fait, l'indépendance énergétique est un objectif que la Chine poursuit avec constance depuis 30 ou 40 ans.
et couplé d'ailleurs depuis une vingtaine d'années avec la décarbonation, ce qui montre bien que ça n'est pas contradictoire. Alors, sur le moyen terme, vous l'évoquiez, c'est plutôt au plan politique, mais il est tout à fait possible que cette affaire, cette équipée des États-Unis lui offre une opportunité extraordinaire pour augmenter sa puissance ou son prestige. En fait, elle va avoir le choix entre deux possibilités. Soit elle se présente comme le champion de l'ordre et du multilatéralisme face à une Amérique violente, prédatrice, trumpiste en quelque sorte. Et il ne faut pas oublier que cet argument porte considérablement sur ce qu'on appelle le Sud global. Donc elle se met en position de conforter sa position de chef de file du Sud global. Autre branche de l'alternative, elle fait le pari inverse et profite du bazar pour faire un hold-up sur Taïwan. Et la Russie a eu l'Ukraine, l'Amérique a le Venezuela et l'Iran. Après tout, pourquoi pas à nous de consolider nos banlieues en devenant vraiment les rois de la mer de Chine et en ayant cette espèce de porte-avions naturel qu'est Taïwan qui permet de rayonner et d'étendre son emprise stratégique sur toute la zone, tout en réunifiant le pays. On sait très bien que Xi Jinping, le chef de l'État, est très attentif à cet objectif. Il voudrait le réaliser lui-même. Il aurait demandé à l'armée tout récemment d'accélérer les préparatifs pour le blocus et l'invasion de Taïwan, qui aurait aussi des lourdes conséquences économiques. Ça serait faire main basse sur la centrale mondiale de production des semi-conducteurs et donc avoir un levier sur l'Occident. Elle ne pourra pas avoir les deux. Il faut soit être gentil, soit être méchant, mais dans les deux cas, la guerre d'Iran aura été une bonne affaire pour la Chine. Derrière les apparences, les ressorts du monde à l'œuvre. Merci François. Abnous, votre parti pris international. On est le 9, nous sommes le 9 mars, il y a 2 mois tout juste, une répression féroce s'imposait dans les rues des grandes villes iraniennes. Et vous dites, en ce moment, surtout n'oublions pas les crimes du régime iranien. Bah oui, parce que plantons le décor, parce que moi ce que je vois, c'est qu'un certain nombre grandissant de commentateurs s'inquiètent du sort de la monarchie. Et là, moi j'aimerais juste qu'on plante le décor. 4 mars 2026, donc après l'attaque salutaire israélo-américaine sur la monarchie, le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam Hossein Mohseni Edji, déclare, accrochez-vous, nous sommes en temps de guerre, quiconque prononce une parole ou accomplit un acte conforme au désir de l'ennemi se range du côté ennemi et doit être traité selon les principes révolutionnaires et islamiques propres au temps de guerre. Alors ce charabia, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh ben, le lendemain 5 mars, le chef de la police, Ahmad Reza Radan, a confirmé l'ordre de tirer à vue contre tout perturbateur, au cas où le discours du chef judiciaire n'avait pas été assez clair. Human Rights Watch, dans un rapport du 24 février 2026, donc 4 jours avant le début de l'intervention, documentait déjà, je cite, un tsunami d'arrestations arbitraires et de disparitions forcées, avec des détenus soumis à la torture, des violences sexuelles, des menaces d'exécution sommaire. C'est ce régime-là qui tire à vue sur ses propres citoyens, qui pend 22 prisonniers en une seule matinée, qui torture des mineurs. Certains commentateurs français s'inquiètent de l'agression qu'il subit. Si c'était pas mignon comme un chaton, j'aurais envie de pleurer. La monarchie a surtout, alors c'est là où moi je suis atterrée, a compris que le mot Vietnam était son meilleur allié dans l'opinion occidentale. C'est exactement ce que fait la propagande des gardiens de la Révolution. Et là où ça devient intéressant, c'est que je suis allée regarder les dates. Et donc accrochez-vous, c'est le 5 mars exactement que apparaît la comparaison sur des comptes proches des gardiens de la Révolution qui proclament, je cite, que l'Iran veut transformer chaque ville en un nouveau Vietnam pour les forces spéciales de Trump. Avant cette date, personne n'utilise le terme de Vietnam. Je dois le redire ou est-ce que c'est hyper clair ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Dominique de Villepin, l'historien Pierre Razou devant la commission sénatoriale, le général Vincent Desportes ou Jean-Luc Mélenchon parlent de Vietnam dès le lendemain. Ça devient suivi par un nombre de franco-iraniens et de Français, disons-le franchement, arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt, plutôt de gauche. Ils reprennent, consciemment ou non, laissons-leur le bénéfice du doute, les éléments de langage de la monarchie, puisque avant la déclaration des gardiens de la Révolution le 5 mars, le régime iranien, la monarchie a besoin que l'opinion occidentale voie cette guerre comme une agression impériale, de toute évidence, ça a l'air de marcher de feu de Dieu, contre un peuple hésitant et non comme un assaut contre une tyrannie qui tire sur ses propres sujets. Alors, j'aurais pas le temps, mais je voulais vraiment analyser les 3 axes sur lesquels Dominique de Villepin veut rejouer 2003, l'homme qui a dit non, etc. Alors que sincèrement, Saddam Hussein en a menti, mais quand vous voyez en 9 jours, en 10 jours, ce que fait l'Iran à tous ses voisins et le nombre de missiles qu'il y a, on peut considérer que c'est un danger. Et il explique aussi, et ça me rend vraiment chèvre, que les intentions des Netanyahou et de Trump, c'est pas de l'humanitaire. Bah oui, alors je vais faire un petit point de Godwin que j'assume totalement. Bah oui, parce que Roosevelt, on aurait dû critiquer le débarquement parce qu'il pensait pas aux juifs d'Auschwitz
en allant débarquer en Normandie. Ça, c'est certain. Donc ça, c'était mal. Donc le côté de l'intention, moi, ça me rend dingue. Mais surtout, sur le Vietnam, alors ça, lui, il parle de Vietnam global. Et là, c'est intéressant parce que le Vietnam était un pays unifié, je dis bien unifié dans sa résistance à l'envahisseur étranger. L'Iran est un pays dont la majorité de la population déteste son propre régime. Elle a prouvé et je ne prends que les nombres de morts le plus importants, 2009, 2017, 2019, 2022 et 2025, 2026, à chaque fois au prix du sang et de beaucoup de litres de sang. Comparer la monarchie au Nord-Vietnam de Ho Chi Minh, c'est comparer un mouvement de libération nationale à un régime de terreur théocratique. C'est accorder aux gardiens de la Révolution la légitimité que le Viet Minh tirait de sa lutte anticoloniale. Le méchant n'a pas changé en 10 jours. Et je rappelle, pour les distraits, ils sont de plus en plus nombreux, que les frappes américano-israéliennes tuent en priorité des combattants du corps des gardiens de la Révolution, détruisent des installations nucléaires et balistiques, des lieux de répression comme des commissariats. Alors oui, des commissariats sont dans les quartiers, ça peut toucher des immeubles qui sont à côté, ça arrive. Des cellules de renseignement de quartier où les bassisés se retrouvent pour aller dénoncer leurs voisins, parce que c'est ça les milices de quartier à ce qu'elles servent. Que la monarchie continue d'exécuter des dizaines de prisonniers par jour, tire à vue sur les manifestants, ordonne de tirer à vue, et que dans ce contexte, consacrer l'essentiel du débat public français à la question de savoir Trump légal, pas légal, aussi le risque du Vietnam et de l'enlisement. Et là, c'est au mieux une petite erreur de cadrage, et là, croyez-moi que je me retiens pour être très poli. Au pire, c'est survivre la propagande d'un régime qui pend des enfants et tire sur des foules désarmées. Et moi, il y a quelque chose je regarde tout, j'écoute tout, et j'écoutais ce qui se passait sur ce merveilleux plateau où je ne cesse de m'émouvoir de la pluralité des points de vue et des débats. Et ce que je trouve assez systématique, alors c'est peut-être effectivement mon fond iranien là qui réagit et qui a un peu colère et trahison et qui est titillé, c'est que on regarde cette intervention de plus en plus, ça ne fait que 10 jours déjà, on a l'impression que ça fait 8 ans, mais avec des lunettes, avec un verre Trump et un verre Netanyahou. C'est-à-dire qu'on est incapable, là, même dans la parole de la majorité des gens, de prendre en compte la réalité de ce qu'était la monarchie, comme si elle est complètement effacée, parce que il y a 2 démons derrière cette intervention, et l'espèce de plaisir, parce que jouissif, de répéter que Trump n'est pas un démocrate, il ne fait pas la guerre comme un démocrate, et Netanyahou a évidemment des pensées très cachées derrière, parce que ce sont les Juifs, Netanyahou a toujours des pensées très cachées derrière ce qu'il est en train de faire. Enfin, tout ce truc-là fait que ces lunettes déforment une réalité, et cette réalité, c'est les 50 000, probablement 60 000 morts en 2 jours en janvier, c'est 47 ans de répression continue, c'est des mineurs qui sont pendus, et on prévient les parents après. C'est ça, ce régime-là. Donc, je veux bien, la guerre fait des morts, et ayant vécu des bombardements, ayant pris les bombes de Saddam Hussein quand j'étais petite, encore aujourd'hui, un bruit d'avion, ça me fait tressaillir. Je dis pas que c'est quelque chose d'agréable, la guerre. Je préfère évidemment la paix à la guerre. Mais réduire ça à dire, comme c'est, 2 salauds qui mènent ça, donc les Iraniens, on les oublie, et les morts, on les enterre, je trouve ça un peu trop facile. Un petit mot, le Vietnam, c'est des années, et c'est des troupes au sol. Là, nous sommes à 10 jours et il n'y a pas de troupes au sol. Juste étrange, cette comparaison. Et elle vient de la monarchie. Sur tous les plans, elle n'est pas valide. Non. Elle est de la propagande, en quelque sorte. De la limite des analogies. Ouais. En matière de guerre. Merci pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.